Olivier Faure, le premier secrétaire d'un parti sans dessus-dessous, le Parti Socialiste, est l'invité d'Audition Publique, votre nouveau rendez-vous donc du lundi sur les chaînes parlementaires avec l'AFP et avec Le Figaro. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir. Et merci donc d'être avec nous ce soir, avec moi pour commencer la première séquence. Stéphanie Le Rouge de l'AFP et Yves Tréhard du Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Dans un instant, un député La République En Marche, ancien socialiste, et un sénateur Les Républicains seront là. Une confrontation mystère. Et puis, dans la dernière partie de l'émission, il y aura Oriane Mancini et Ludovic Faux. D'abord, Olivier Faure, bien sûr, la catastrophe dans l'Aude, plus de 10 morts. Dans les inondations, l'heure, bien sûr, est encore au secours et bien sûr, à la solidarité nationale. Alors qu'on s'inquiète pour ce qui va arriver dans les heures qui viennent, notamment dans l'Hérault. Quel est ce soir votre message? Et puis également, peut-être les premières interrogations avec cette nouvelle catastrophe climatique. Bon, le premier message, c'est d'abord un message à la fois de solidarité et de condoléances par rapport à ces familles qui ont perdu leurs proches dans un événement qui a effectivement emporté, vous le dites vous-même, une dizaine de personnes au moment où nous parlons, mais peut-être ce bilan est-il appelé à s'alourdir. Je veux saluer aussi les services publics qui sont aujourd'hui en action, parce qu'on a toujours cette facilité de considérer qu'ils ne servent à rien, toujours fustiger ces fonctionnaires, mais quand ils sont là et qu'ils sont les premiers secours, on est heureux de les trouver, et donc je veux leur rendre hommage dans leur action et leur mobilisation. Mais au-delà de l'hommage et de la constatation qui est terrible, on voit quand même que ces épisodes sont de plus en plus fréquents. Alors les scientifiques ne sont pas tous d'accord, est-ce que c'est imputable au réchauffement climatique ou pas? Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de davantage prévenir ce genre de drame? Jean-Luc Mélenchon dit ça, il dit qu'il faudrait même quasiment un ministère du salut public écologique. Votre avis? Je ne sais pas si c'est un ministère du salut public, mais en tout cas, il serait de salut public. Un gouvernement, il dit. Un gouvernement de salut public, ce serait... Ça rappelle d'autres histoires. Bon, enfin, sur le gouvernement de salut public. Moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, il est temps, sur cette question qui est la question climatique, de mettre le paquet. Et que les gouvernements qui sont succédés ont tous fait un pari qui est celui du progrès. Jean-Luc Mélenchon, y compris quand il était ministre. Et qui ont toujours parié sur le fait qu'un jour, nous serions en mesure, finalement, de contredire ce qui paraissait déjà l'évidence pour le GIEC, pour ce groupe de chercheurs qui travaillent sur le climat depuis très longtemps, et donc qui a rendu son rapport, mais qui a rendu ses rapports. Ça fait de très nombreuses années qu'ils rendent des rapports et qu'ils ont le sentiment, parfois, de prêcher, c'est le cas de le dire, dans le désert. Et donc, il y a nécessité aujourd'hui, pour la puissance publique, pour les gouvernants, pour les politiques, de ne pas continuer à procrastiner. Ce mot qui sert simplement à dire qu'on remet toujours au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. Et c'est tout le problème aujourd'hui sur la question environnementale. Vous. Mais vous avez tort de dire ça. Nous avons, il y a quelques années, fait un virage sur cette question-là, qui est un virage extrêmement important. Nous avons même, sur notre propre logo, le mot social écologie. Et vous n'êtes pas sans ignorer que dans le quinquennat précédent, la COP21, la loi de transition énergétique, la convergence sur les tarifs des carburants pour donner un signal sur la question donc, du diesel, tous ces éléments-là ont été mis dans la corbeille collective. Et vous voyez bien aussi qu'aujourd'hui, les collectivités locales qui sont dirigées par la gauche font toutes des efforts qui sont sans comparaison, notamment, je pense par exemple à Paris, à Nantes, à Rennes, à Dijon, toutes ces villes où aujourd'hui la question environnementale est une priorité totale, absolue. Stéphanie. En lien avec les inondations, il y a la question de l'artificialisation des sols. On sait que c'est le PS, par exemple, est favorable à Europa City, qui est un projet qui va artificialiser énormément. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre justement ces impératifs écologiques et puis des habitudes d'élus locaux qui ont l'habitude de promouvoir l'activité, l'emploi, etc. via ces projets? Mais je partage votre avis. Je pense qu'il y a aujourd'hui matière à interrogation sur tous ces grands projets d'infrastructure qui peuvent effectivement conduire à une artificialisation des terres et dans un monde comme dans le département de l'Aude qui est un département rural et où tout ça n'est pas anticipé forcément, et bien effectivement ça peut produire des catastrophes qui sont dramatiques. Vous nous dites que ce genre de catastrophe nous rappelle l'utilité bien sûr des services publics, mais là il y a Météo France qui est un petit peu interrogé puisque peut-être que l'alerte rouge n'a pas été donnée convenablement au bon moment. Est-ce que là il faut s'interroger sur les mises en garde adressées à la population?
Est-ce qu'il y a eu des manquements, des défaillances? Il faut se poser la question. Il faut toujours se mettre Oui. dans l'idée qu'il faut évaluer après une catastrophe, quelle qu'elle Commission soit. d'enquête parlementaire, par exemple? Bon, je ne sais pas si c'est une question d'enquête parlementaire. Pourquoi pas, bien sûr. Mais Vous pourriez la demander. on pourrait la demander et elle supposerait qu'il y ait un accord du président de l'Assemblée pour que ce soit une commission qui soit une commission large, qui réunisse toutes les sensibilités, parce que sur cette question-là, ce n'est pas une affaire d'ordre, il n'y a pas de clivage politique entre nous, en tout cas je l'espère, mais il y a la nécessité de vérifier effectivement ce qui s'est passé. Est-ce qu'on pouvait prévenir, est-ce qu'on pouvait anticiper, est-ce qu'il y a eu faute, et dans ce cas-là, de la part de qui, de quel acteur, et donc Alors, chercher à en tirer des enseignements pour l'avenir. le remaniement du coup attendra, même si apparemment la liste des ministres est... Je ne suis pas sûr que ce soit lié à cette catastrophe, Bien sûr. même si je comprends que ce soit un bon motif pour le repousser. D'une journée. D'une Vous journée. pensez que demain, le président de la c'est un République sera dans prétexte, l'autre. un prétexte, vous 15 pensez? jours qu'on repousse d'une journée. Donc, Ouais, mais pour vous, c'est un prétexte là? je n'en sais rien. Je vois juste, j'ai ce week-end été en contact avec un président de département qui a été socialiste, qui a été interrogé pour sa volonté de rentrer au gouvernement. Il a refusé. Mathieu Klein, Mathieu oui. Klein. Non, pas lui, un autre. Un autre. Oui, un autre. Ah, qui a encore un été- second. Ah bon. Un autre Alors- qui a été sollicité. Oui. Je n'ai pas à faire de name dropping, comme on dit maintenant. Ah bah mais- allez-y, si. Non, je ne dirai rien. Mais enfin, en tout cas, Il y en a eu ce beaucoup. que je veux dire par là, C'est c'est pas que une proposition je honteuse vois qu'il a bien. reçue, vous pouvez donner son nom. je vois bien qu'il y a une recherche permanente d'aller chercher celui ou celle qui pourrait finalement accepter. Ils finiront bien par le trouver. Il y a toujours des gens qui, par ambition personnelle, sont prêts à rentrer dans un gouvernement, y compris quand ils n'en partagent pas forcément l'intégralité. Mais ce que je vois, c'est que c'est un gouvernement qui a beaucoup de mal à se constituer parce qu'il n'y a pas finalement de bande touche dans ce gouvernement. Et là où il y a un an, Emmanuel Macron était extrêmement séduisant pour nombre de Français, aujourd'hui, Après tout. il n'incarne plus la même chose. Olivier Et Faure. donc, Quand avant, il y avait un gouvernement qu'il fallait refaire et tout, ça se faisait dans la hâte, dans la précipitation, pourquoi ne pas accepter, ne pas comprendre qu'on mette un peu de temps pour constituer un gouvernement appelé à durer, qui soit solide, avec les bonnes têtes? pourquoi pas? Mais enfin, je ne suis pas sûr que ce qui se prépare actuellement soit de cet ordre-là. Je vois que, y compris, c'est un gouvernement qui a usé ses ministres de manière très prématurée. On a quand même deux piliers du gouvernement, Nicolas Hulot et Gérard Collomb, qui démissionnent dans des conditions rocambolesques, qui ne préviennent même pas le chef du gouvernement ni le président de la Il y a République. une crise politique, et qui- d'après vous, là, actuellement? Je ne sais pas s'il faut l'appeler crise politique, et en tout cas une crise du macronisme. Pourquoi? Parce que il y a un an, le macronisme était un objet indéfini, une espèce d'ovni politique, mais qui cherchait sa définition. Et donc chacun pouvait finalement y voir matière à intérêt, à droite comme à gauche. Un an plus tard, que se passe-t-il? Eh bien, en tout cas, je parle de mon côté. Pour les gens de gauche qui se sont endormis en pensant qu'ils avaient élu un nouveau Michel Rocard, ils se sont rendus compte que le seul qui était fidèle à sa propre pensée depuis un an, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui aurait mené peu ou prou la même politique avec Alain Juppé ou François Fillon. Il devait être un néo-progressiste, il est un néolibéral. Il devait être l'homme de l'exemplarité, il est l'homme d'un clan, il devait être celui qui Vous devait êtes faire la planète paradoxal, Gattegen. parce qu'on- On voit bien vous que ce n'est avez- pas son objectif. Vous savez qu'on cherche à draguer des futurs ministres de gauche, et là vous mettez votre veto. Alors vous ne voulez pas rééquilibrer ce gouvernement? Mais Vous je avez je presque n'ai la pas de- possibilité. Je n'ai pas de veto à mettre. On vous consulte apparemment. Il arrive qu'on me consulte, mais là, en l'occurrence, personne ne m'a consulté. On m'a prévenu que quelqu'un avait été, et je l'ai appelé effectivement pour le remercier de ce qui me semblait être un acte à la fois normal, mais en même temps de courage, dans la mesure où aujourd'hui, les pressions à l'ambition sont telles que parfois, il peut arriver à certains de On parle céder. beaucoup de l'entrée de Didier Guillaume. Vous avez un message à lui transmettre ou... Mais Didier Guillaume a quitté le Parti socialiste. Il a quitté le groupe socialiste au Sénat, il est parti au RDSE, et je crois que chacun a compris depuis longtemps qu'il était complètement en accord avec ce qui se fait au gouvernement. On rappelle Il que a Didier été- Guillaume a inventé quand même le hollandisme pendant 5 ans. Hein. Sans doute, et même sans aucun doute. Mais ce que je vois, c'est que son évolution personnelle l'a conduit depuis fort longtemps, d'abord à quitter la vie politique, puis à y revenir sous une bannière qui n'est pas celle du PS. Alors, c'était un week-end douloureux pour vous, puisque c'était un week-end de scission, avec des départs De scission, au Parti vous y allez fort, socialiste. Ah, ils sont partis quand même. Hein. De Marine départ, de dérive, Lieberman, si vous voulez. Emmanuel Morel. Il y a quand même une fracture à l'intérieur du Parti socialiste qui s'est manifestée, avec des gens qui
seront plutôt attirés par je dirais, le tropisme mélenchoniste. Question. Ça va être difficile, non, de réunir ce Parti socialiste aujourd'hui? Mais d'abord, vous me parlez de quelques départs. On parle de l'aile gauche. Si c'est de l'aile gauche dont on parle, en fait, Bon débarras. on a perdu quelques plumes. La réalité, c'est que l'immense majorité de ceux qui ont été les soutiens d'Emmanuel Morel dans le congrès du Parti socialiste, pour parler de cuisine, eh bien, sont restés. Il avait fait 7000 voix au congrès. Il nous annonce qu'ils vont partir peut-être à 500. Faites vous-même la soustraction et vous comprendrez que l'essentiel des forces 500 demeure. cadres élus, voilà, Vous sans la- compter les militants. C'est ce qui permettra de ne pas les dénombrer et c'est ce qui sera assez Bon. facile. Donc vous n'êtes pas Mais le peu vaisseau importe. fantôme tel que Peu vous importe. dépeint La Jean-Luc Mélenchon. question de fond, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui préfèrent partir chez Jean-Luc Mélenchon? Et s'il y a des gens qui se sentent mieux chez Jean-Luc Mélenchon, qu'ils aillent chez Jean-Luc Mélenchon. Non, ils veulent créer un parti. Vous avez compris que c'était le faux nez pour rentrer dans une liste aux européennes avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne suis pas là pour caporaliser les uns et les autres. S'il y a des gens qui se pensent mieux lotis avec Jean-Luc Mélenchon, c'est leur voix. Simplement, je dis que ça ne peut pas être... finalement bénéfique peut pour pas- vous parce que ça nettoie un peu le Parti socialiste de ceux qui ne le suivent pas dans sa ligne qui est la vôtre. Je ne dirais pas, je n'utilisais pas ces mots-là, je ne pense pas qu'il faille nettoyer, et j'ai le plus profond respect, y compris pour ceux qui peuvent à un moment donné faire des choix différents des miens. Simplement, ce que je dis, c'est que ce parti-là, il a vécu trop longtemps avec des gens qui venaient se servir, mais qui ne le servaient plus. Et donc, plutôt longtemps. que d'avoir, sans doute, trop longtemps... Mais là, vous nous et dites donc, qu'ils vont se servir plutôt- ailleurs sur les listes Mélenchon. s'ils veulent se servir ailleurs, s'ils veulent exporter leur mal-être ailleurs, qu'ils le fassent. Ce que ça semble Je dis dire quand simplement même, que... ce départ, c'est que le PS a perdu sa force d'attraction. C'est-à-dire que voilà, celui qui peut sembler l'avenir de la gauche, entre guillemets, ou d'une alternative sociale et écologique, comme il dit, puisqu'il ne veut pas parler de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et le PS Je apparaît ne sais comme pas si vous pouvez dire un des vaisseau choses fantôme. aussi définitives avec quand on a aujourd'hui quelqu'un qui fut l'assistant parlementaire de Jean-Luc Mélenchon qui le rejoint et son ancienne complice de toujours qui était Marie-Noëlle Lienemann. Donc on a plutôt la reconstitution d'une ligue dissoute. Et donc c'est ce qu'il a d'ailleurs venu leur dire à Marseille en disant qu'il lui avait tellement manqué, c'est sa famille de pensée, de cœur intellectuel, et donc il y a la recomposition autour de gens qui ont toujours tout fait ensemble. Alors, rien de et nouveau qui, sous depuis le soleil, longtemps, alors. étaient, C'est quand même un vrai chemin de croix pour vous, ce Parti socialiste-là. Quelle ligne vous allez lui imprimer? À l'heure où, justement, vos amis allemands du SPD subissent un revers électoral en Bavière, moins 10 points, c'est quand même pas mal, où ils sont mal à l'aise, d'ailleurs, dans la coalition gouvernementale. C'est difficile, aujourd'hui, de défendre un socialisme. C'est quoi votre socialisme, à vous? Mais Pour qu'il soit vous audible. avez raison de dire que la crise que nous subissons aujourd'hui, que nous vivons, est une crise, personne ne peut le nier, et qu'elle n'est pas uniquement nationale, elle est aussi européenne. De quoi vient-elle? Elle vient du fait que depuis trop longtemps, on ne sait plus nous identifier à un projet qui soit un projet perçu par les Français. Ils savent que nous ne sommes ni Macron ni Mélenchon, mais au fond, il leur manque ce que nous sommes vraiment. Et c'est la raison pour laquelle, sur la question européenne par exemple, ce week-end, nous avons adopté un projet qui est le projet que nous porterons dans l'élection européenne et qui, lui, est très clair et qui dit ce que nous voulons faire sur la question écologique, sur la question migratoire, sur la question économique, sur la question budgétaire. Sur toutes ces questions-là, nous sommes à nouveau en situation d'être audibles parce que nous avons à nouveau la clarté sur ce que sont nos positions. Et donc, moi, je souhaite un Parti socialiste qui soit, pour simplifier les choses, vraiment à gauche et vraiment réaliste. Alors ça, Vraiment à gauche parce que nous ne pouvons pas laisser penser qu'il y a une confusion qui s'organiserait au niveau européen entre les uns et les autres, parce que ça laisserait la place demain à une alternative unique qui serait celle des populistes et celle des nationalistes, ce que je ne veux pas, et parce que je n'ai pas la même vision de l'Europe que ceux que défendent Emmanuel Macron ou les eurolibéraux qui portent autre chose que ce que nous avons apporté. Stéphanie. Qui vous souhaiteriez voir pour tirer la liste du PS? Il y a le nom de Ségolène Royal qui est sorti récemment. Valérie Rabault, elle défend la candidature d'Éric Andrieux, qui est assez inconnu des Français. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux candidatures-là? Vous aussi, pense vous êtes que- comme le chef de l'État, vous cherchez inlassablement. Des Non, noms. je ne cherche pas inlassablement. Je pense Vous avez avoir trouvé déjà trouvé. Ah, vous Ah. avez trouvé. Je pense
qu'il y a, il y a aujourd'hui des candidats possibles. C'est une femme ou un homme? Je ne vous dirai rien à ce Ah, stade. attendez, Non, je ne vous c'est dirai le rien à jeu ce stade. mystère ce soir. Olivier, Ce vous ne n'est voulez pas pas- nous donner les noms? Ça n'est pas le jeu mystère, c'est simplement que Un eurodéputé depuis sortant trop longtemps, nous avons pris l'habitude de commencer toujours par la question de l'incarnation, alors que pour moi, la question essentielle, c'est d'abord le message. Mais vous savez très Et bien je qu'ils veux- devront ensemble. Mais votre projet Non, a les été deux, adopté. enfin, Votre le projet projet est a adopté, été mis sur la table. mais pour l'instant, vous aurez noté qu'on en a peu parlé. Et moi, je préférerais d'abord commencer par parler de ce que nous voulons faire au niveau européen, dire par exemple que plus jamais nous ne voulons signer d'accords commerciaux qui privilégient le libre-échange sur le juste échange, qu'il n'est pas logique de vouloir importer aujourd'hui du lait de l'autre bout du monde quand nous sommes ici excédentaires, que ce n'est pas logique de traiter avec le Mercosur pour pouvoir apporter de la viande quand nous sommes excédentaires ici, qu'il n'est pas logique de faire venir de l'énergie provenant du gaz de schiste avec le Canada parce que nous avons ici au contraire un moratoire sur ces énergies-là. Voilà des choses que je Alors, souhaite dans que le nous puissions portrait- dire. alors, portrait Avant idéal. de passer au portrait. Le portrait idéal, c'est un homme, une femme qui porte ses convictions-là. Ah, mais vous l'avez avec trouvé. nous. Je suis en train de discuter. Vous aurez compris que ma volonté n'est pas à chaque fois d'imposer, mais de chercher à faire avancer ensemble des gens qui avaient désappris à travailler ensemble. Et l'un des grands problèmes de ce parti, c'est d'avoir été avec des écuries qui s'affrontaient en permanence et qui n'avaient plus le goût du travail en commun. Ce Et candidat- donc, j'essaye de restaurer ce goût du travail en C'est commun. peut-être C'est le- difficile, c'est compliqué, parce qu'il y a des égos, il y a aussi des égoïsmes, il y a aussi des ambitions, il y a aussi des frustrations. Bah, il y a aussi Et des donc, divergences toujours, puisque il y a vous parfois avez des défini votre divergences. programme européen, par exemple. Vous êtes contre les accords commerciaux. Hein. Non, je ne suis pas contre les Bah, accords sous commerciaux, je l'égide suis du pour les- libéralisme, on va je dire, suis par pour les exemple. soumettre à chaque D'accord. fois un impératif, Mais qui est là, impératif par exemple, écologique. c'est évidemment que là, vous avez fermé la porte à Pierre Moscovici, puisqu'il Oui. défend certaines alors, positions Moscovici- que Je vous, ne ferme la que vous porte à critiquez. personne, mais Bah, simplement- il non, a été je- obligé, il a claqué la porte, il a obligé de claquer, il était Je ne obligé sais de pas claquer s'il la a porte. claqué la porte, on verra s'il revient ou pas. Ah, La question n'est pas là. La question, ce n'est pas de savoir si on fait plaisir à tel ou tel. La question, c'est de savoir si nous pouvons nous retrouver d'abord nous-mêmes, si nous pouvons à nouveau être audibles sur un message de fond Il reviendra qui peut-être, soit un vous message l'avez qui appelé, puisse alors. porter. Vous Vous l'avez avez appelé. appelé Je n'ai jamais perdu le contact avec lui. On a continué à discuter, y compris après son interview au Monde. Et c'est ça la question que vous Ouais. me posez. Ouais. Et donc, Mais est-ce- j'ai le sentiment qu'il est resté socialiste. Nous verrons bien ce qu'il entend faire. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de faire plaisir à tel ou tel, mais de nous retrouver d'abord nous-mêmes. Quel est le message que nous voulons porter? Quel est le message avec lequel nous serions en accord nous-mêmes? Quand je ne sais pas si les uns et les autres seront d'accord sur l'idée que désormais, sur les critères de convergence, sur le déficit, on doive ou pas, moi c'est en tout cas ce que je porte, exclure la question de toutes les dépenses qui portent sur la transition énergétique. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, je sais très bien que si on ne le fait pas, cette question de la transition énergétique sera toujours la 5e roue du carrosse et que nous n'irons jamais assez vite à un moment où ce qui se passe peut être irréversible pour la planète. Et c'est la raison pour laquelle il faut avancer maintenant. Alors, ça suppose des C'est pour ruptures quand? là aussi. C'est pour quand le nom? Le nom, c'est pour quand? 17 novembre. 17 novembre. bon, il faudra être encore un peu patient. Hein. Merci, On sera. merci à tous les deux. Une question, est-ce que selon vous, le Parti socialiste peut parler à Jean-Luc Mélenchon? C'est ce que demandent là, les partants du week-end. Est-ce que vous estimez qu'on ne peut pas parler à Jean-Luc Mélenchon? Mais je parle avec Jean-Luc Mélenchon chaque Ah bon semaine à l'Assemblée. Non, mais Non, d'accord. mais c'est pas simplement. Et- Non, mais je lui parle parce que. À la en fait, buvette. Pas seulement à la buvette. J'ai proposé il y a quelques semaines des combats communs. Moi, je ne suis pas pour l'artifice d'alliances, d'appareils qui finiraient par gommer les divergences et les différences. Sur la question européenne, elles sont fondamentales. Jean-Luc Mélenchon est un Oui. eurosceptique. Je suis un pro-européen convaincu. Je pense qu'on ne peut pas résoudre la question du climat ou la question D'accord. migratoire Mais vous dites sans que passer vous par le pouvez niveau discuter pertinent qu'est l'Europe. des sujets de fond. Mais ensuite, il y a des sujets de fond sur lesquels nous pouvons nous retrouver. Ah. Sur la question démocratique, nous nous sommes retrouvés au moment de l'affaire Benalla. Il y a des questions Non, sur mais là, lesquelles on parle j'espère sur un que... projet de gouvernement. Mais on n'en est pas là. Moi, je Non. cherche non pas des déclarations d'amour, je cherche Mais vous pouvez parler. à ce qu'il y ait des preuves de cet C'est un amour eurosceptique, possible. Lui, Lui, c'est un eurosceptique. Mais je crois avoir compris qu'il était plus qu'eurosceptique. Il était... Et en fait, vous avez défendu la même Europe que celle d'Emmanuel Macron, non? Je reconnais là votre esprit de provocation. Non. Mais Un constat. il n'est pas question pour moi de dire que je ne suis pas sur l'Europe d'Emmanuel Macron. D'accord, qui est on va celle de Juncker. pouvoir poursuivre sur ce thème On va tout de poursuivre. suite, puisque maintenant nous avons donc nos deux parlementaires qui vont faire leur entrée sur ce plateau. Merci à tous les deux. Merci. Merci.
Voilà, ils font donc leur entrée. Bonsoir messieurs. Olivier Véran, vous avez été député socialiste. Vous êtes aujourd'hui député La République En Marche de l'Isère. À vos côtés, Philippe Dallier, sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis. On parlait de l'Europe à l'instant, Olivier Véran, et c'est un sujet sur lequel vous voulez interpeller notre invité avec qui vous êtes resté en excellents termes. Hein. Bien sûr. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir. C'est vrai que nous avons partagé les mêmes bancs à l'Assemblée nationale et au-delà des bancs d'ailleurs, nous partageons des valeurs progressistes, humanistes et profondément européistes. Et quand on parle d'Europe, nous partageons aussi l'idée qu'il faut une Europe plus sociale. Je vous ai entendu parler de la nécessité pour l'Europe de s'investir davantage sur la transition écologique. De la même façon, on critique souvent l'Europe qu'on taxe de souffrir d'un déficit démocratique, d'être trop loin des citoyens. Et là, nous allons avoir une campagne électorale fondamentale. Parce que nous avons la montée des populismes européens, à la hongroise ou à l'italienne de Salvini. Et puis nous avons une bonne partie de l'opinion publique française, j'en suis convaincu, qui croit en l'Europe et qui aime l'Europe. Et cet électorat-là, il va nous falloir le mobiliser. Je pense qu'il faut que nous soyons capables d'innover. À En Marche, nous avons fait du porte-à-porte. J'ai fait moi-même à Grenoble avec la Grande Marche en Europe. J'ai suivi de très près les ateliers qui ont été lancés par le Parti socialiste et beaucoup de propositions d'ailleurs, je les ai trouvées à titre personnel intéressantes. Vous lancez un appel au Parti socialiste? Non, je ne lance pas un appel au Parti socialiste. Ce que je veux dire, c'est que fort de ces constats, je me dis que nous devrions être capables d'avoir une campagne électorale européenne sur le fond, sur les idées, et s'il doit y avoir des clivages, ils doivent être avant tout entre les europhobes et les européistes convaincus, et qu'ensuite nous fassions valoir évidemment nos différences, car elles sont réelles et nous allons sans doute en parler, mais je souhaite que nous ayons une campagne pour l'Europe, davantage une campagne contre telle ou telle politique menée par tel ou tel responsable politique. Est-ce que vous y êtes prêts? C'est ma question. Mais, cher Olivier Véran, c'est le fond de notre désaccord. Je ne crois pas à cette alliance des progressistes qui, finalement, reviendrait à dire que si nous voulons changer d'Europe, il faut passer demain par les fourches codines des populistes et des nationalistes. Parce que c'est exactement ce que vous produisez. Vous valorisez en permanence, et c'est la raison pour laquelle je dis que Emmanuel Macron est même devenu un agent électoral de ces nationalistes. Ils se sont choisis les uns les autres. Orban, Salvini, Le Pen ont choisi comme épouvantail Emmanuel Macron, réciproquement, les a choisis comme épouvantail. Olivier Véran, et donc c'est l'idée... Oui, c'est l'idée. Je suis poli, je laisse finir Olivier. Les populistes. Mais de la même façon qu'il s'est choisi pendant un an Jean-Luc Mélenchon comme épouvantail pour pouvoir faire passer un certain nombre de textes avec le soutien de la droite sur le budget, sur la question de l'asile et de l'immigration, sur d'autres questions comme les lois pénicaux sur le travail. Il a cherché des alliés à droite en se choisissant comme épouvantail celui qui, à gauche, pouvait effrayer. Maintenant, le voilà qui se choisit un autre adversaire qui est Marine Le Pen, Salvini, Orban, pour essayer de laisser penser qu'entre lui et le chaos, il n'y a rien. Moi, je pense que c'est exactement ce qui produit le chaos. Si vous laissez penser qu'il n'y a pas d'alternance possible, y compris entre des gens qui sont effectivement pro-européens, je suis pro-européen, comme vous, mais je ne veux pas la même Europe que vous. Et c'est donc pour cette raison-là qu'il y aura un débat de nous opposer, mais nous n'avons pas à nous lier les uns aux autres. Considérez que Viktor Orban en partage, nous sommes forcément dans le même camp. Considérer que Viktor Orban puisse être un épouvantail me semble être une négation totale de l'urgence devant laquelle nous sommes aujourd'hui. Considérer que Salvini puisse être un épouvantail politique me semble être véritablement en dessous, pardon de le dire, des enjeux. Quand on a encore Salvini hier qui parle d'un couvre-feu ethnique pour les épiceries après 21h, qui serait tenu par des personnes qui ne seraient pas... Attendez, pardon. Le poids des mots, Olivier Faure, le poids des mots. On ne peut pas considérer que Viktor Orban ou M. Salvini en Italie soient des épouvantails qu'on agiterait à titre politique. C'est la construction même de l'Europe, c'est la paix que nous apporte l'Europe, c'est la perspective de pouvoir faire une Europe qui est en jeu. Donc commencez par faire croire aux Français que ce serait des épouvantails. Non, ce n'est pas des épouvantails. C'est une catastrophe pour l'Europe. C'est une catastrophe pour l'Europe. Et ça, c'est peut-être une différence que nous avons. Et ensuite, nous ne sommes pas choisis un épouvantail. Par contre, nous ne sommes pas non plus choisis un allié de circonstance qui pourrait être M. Timmermans, qui est prévu pour peut-être porter la voix des socialistes à l'échelle européenne. Ce que voulez-vous nous dire, ce n'est pas nous qui choisissons. On choisit ni nos alliés, ni nos adversaires. Si vraiment il y a une telle urgence, telle que vous la décrivez, alors combattez réellement ces politiques. C'est ce que nous faisons. Faites en sorte que quand l'Aquarius cherche avec 58 migrants à venir accoster à Marseille ou à Sète, ce soit possible. Faites en sorte que le président de la République ne dise plus que ceux qui aujourd'hui font
métier de sauver des vies humaines sont les complices des passeurs. Là, effectivement, vous serez à la hauteur de l'enjeu. En ne ressemblant pas à ceux que vous condamnez. Philippe Dallier, sur cette question-là, j'ai été député dans une précédente loi sur l'immigration où nous n'étions pas allés aussi loin pour supprimer le délit de solidarité. Nous l'avons fait ici. Reconnaissez quand Philippe c'est Dallier intervient. C'est Vous dommage, c'est êtes vraiment dommage. sénateur Les Républicains. Moi, je vais me peut-être de Seine-Saint-Denis, peut-être sensible au discours européen du parlementaire qui est à vos côtés. Écoutez, je suis Vous pouvez relativement... vous retrouver tous les deux. Non, peut-être. écoutez, je suis relativement inquiet de la tactique du président de la République. Parce qu'on voit bien, et c'est son intérêt électoral, qu'il cherche effectivement à se poser entre l'extrême droite et l'extrême gauche, il y a moi et rien d'autre. Je pense que c'est effectivement très grave, et sur le sujet de l'Europe, parce que laisser croire que, par exemple, pour les Républicains, nous serions des anti-européens, excusez-moi, on n'a peut-être pas la même vision de l'Europe, mais en tous les cas, on n'a peut-être pas... Mais moi, je ne vais pas me définir par rapport à Orban, par rapport à un tel ou un tel. Et je pense que les Français qui nous écoutent et qui pensent effectivement à l'avenir de l'Europe ne se définissent pas comme ça. La question, effectivement, on est tous d'accord, je pense, ici, pour dire qu'on a besoin de l'Europe. La question, c'est laquelle? Et sur des grands sujets comme, effectivement, la sécurité, l'immigration, la politique économique, le soutien à l'investissement, il faudrait débattre sur le fond. Alors, mais le la risque... stratégie est également nationale. Oui, et c'est là que vous pouvez mais bien retrouver évidemment, parce que Olivier. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Olivier Faure Bien sur ce évidemment, thème parce que c'est la même. On voit bien que pour le président de la République, si les Républicains pouvaient disparaître et si le PS pouvait disparaître, ça serait très bien pour lui. Avec le risque, effectivement, qu'on se retrouve peut-être avec un second tour, avec un choix entre Marine Le Pen et Mélenchon un jour. Alors la question... Vous dites courage, Olivier Faure. Vous menez le même combat, celui de la survie. Je ne vais pas lui dire courage, je vais lui poser la question du droit d'inventaire, puisque le Parti socialiste cherche une ligne politique. L'échec de 2017 a été retentissant. François Hollande n'a pas pu se représenter et les législatives ont été calamiteuses pour le Parti socialiste. La question est, est-ce que l'analyse des raisons de cette défaite a été menée au Parti socialiste? C'est ça la question. Je vois François Hollande qui tente un retour quand même assez étonnant, qui nous prédit une dissolution peut-être après les européennes. Enfin, c'est assez surprenant après un échec pareil que François Hollande repointe au bout de son nez. Alors, mais la vraie question, c'est, droit d'inventaire, vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait? Vous voulez le faire? Non, mais je vais répondre sérieusement, c'est une vraie question. Et quand on a effectivement été sanctionné aussi lourdement, on va se poser à la fois la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas été compris, et compris pourquoi d'autres ont réussi mieux que nous. Et donc, ce que vous n'avez pas fait avec Sarkozy, cet inventaire, et qui vous coûte encore, parce qu'aujourd'hui encore, on se demande où est la droite, eh bien, moi, je souhaite pouvoir le faire dans les prochaines semaines, et il y aura un inventaire qui sera effectivement produit. Depuis plusieurs mois, avec la Fondation Jean Jaurès, nous travaillons, nous auditionnons un certain nombre de témoins, d'acteurs de cette période-là, pour pouvoir tirer des conclusions et tirer nous-mêmes les leçons de ce qui a été une défaite mémorable, retentissante, et qui a été aussi un message qui nous a été adressé à nous par les Français. Et donc, effectivement, il faut en tirer des conclusions. Il y avait une question sur François Hollande. Hein. C'est lui l'avenir du PS, c'est ça un peu la question. La responsabilité de François Hollande est quand même immense dans cette affaire. Là, il n'a pas eu le courage de se représenter. Il a écrit ses mémoires, ce que font tous les présidents de la République. Il fasse le tour de France pour les vendre, on le comprend. Mais on voit bien qu'il va au-delà de cela. Et que son envie de revenir apparaît. Donc vous pensez que François Hollande est une possibilité pour le PS à l'avenir? Mais je vois bien que dans la nébuleuse médiatique, politique, etc., tout bruisse autour de François Hollande, des retours. On adore ces histoires de gens qui partent, qui reviennent. Ça fait vendre beaucoup de papier. La vérité, c'est que, comme dans les échéances passées, il y aura une élection primaire en 2011. Et que ce sont les militants, les sympathisants du Parti socialiste qui décideront, le moment venu, de qui sera notre candidat. Et donc, toutes ces spéculations qui agitent le monde politique n'ont pour moi aucun intérêt. On verra bien qui sera... Écoutez, il n'a pas été interdit, enfin, il n'a pas été déchu de ses droits civiques. Mais c'est pour le reste, attendons. Et c'est quand même étonnant de voir cette vie politique qui tourne autour de la seule élection présidentielle. Nous sommes à 4 ans de l'élection présidentielle. On sait bien que même à 3 mois, on ne va pas prédire qui sera le président de la République. Et voilà que 4 ans avant, on voudrait en permanence se poser la question de savoir qui. Ben écoutez, balayons cette question-là, essayons d'abord de savoir pourquoi faire. Et le débat est moi, je trouve très bien ce débat que nous avons là. La question pour François Hollande, il est très présent là aujourd'hui. On n'est pas dans 4 ans, il est là aujourd'hui, il vous embarrasse. Mais je ne sais pas s'il doit embarrasser. Je dis simplement que vous avez en permanence cette capacité
à aller spéculer, à aller scruter le moindre mot de tel ou tel parce qu'il est candidat futur potentiel à l'élection présidentielle, moi ce que je vous dis, c'est que ça n'intéresse que nous. Et que les Français ne sont pas du tout là-dessus. Alors, Olivier Faure. Même chose pour tous les commentaires que j'ai pu entendre sur le président qui n'a pas de bande touche, etc. On spécule sur des questions de casting. Mais c'est bien sûr ça dont on est en train de parler. Parce que la ligne politique, elle est très claire. La ligne politique du gouvernement, elle est assumée, elle est très claire, elle n'a pas vocation à changer. On est en train de déterminer éventuellement de nouvelles personnes pour porter les politiques. Mais j'entendais beaucoup de commentaires aussi, y compris venant de vous, bien sûr, sur la question des personnes en disant puisque la personne n'a pas été trouvée, etc. C'est qu'il y a un problème politique de fond. Non, il n'y a pas de problème politique de fond. Moi, je vois bien. Mais je suis content que vous le disiez. Je vois bien que. Non, je ne vais pas courir après l'histoire du remaniement. Pour moi, c'est un épiphénomène. Je dis simplement que ce que je trouve dramatique dans cette circonstance, pour ce remaniement, c'est que c'est le gouvernement lui-même qui annonce chaque jour que c'est le lendemain et qui donne le sentiment d'une incapacité à conclure. C'est cette impression qu'il a donnée lui-même. Il aurait dit dès le départ, c'est dans 15 jours, c'était dans 15 jours, et peu importe. On sait bien malheureusement que la majorité ne changera pas de cap. Le gouvernement n'a pas donné de rendez-vous à la presse sur la question. Mais pas du tout. Il n'y a pas eu de rendez-vous. Il n'y a pas eu de sortie de micro. Il n'y a pas eu de communiqué de presse. Bien sûr que si. Il y avait un porte-parole qui a à chaque fois dit. Il n'y a pas eu de communiqué de presse. On vous a dit que le gouvernement serait au complet. Mais peu importe, c'est pas. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas l'essentiel. Demain, en question gouvernement, vous aurez un gouvernement, quel qu'il soit, c'est ce qu'il aura été remanié ou non. Attention, peu importe, vous aurez un gouvernement. Pas trop vite, peut-être que. Mais non, mais la politique continue. Demain, nous allons commencer l'examen du budget de la sécurité sociale. Au moment où nous discutons, le budget est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Et vous savez très bien que tous les députés de la majorité ou de l'opposition sont en action et au travail. Donc ça ne change pas la face du monde. Ceci étant dit, laissez penser que ce remaniement qui traîne ne cache pas une difficulté pour le gouvernement et le président de la République. Je pense que personne ne le croit. Personne ne le croit. Il y a effectivement une difficulté. Et qu'on en soit à invoquer l'an 2 d'Emmanuel Macron, alors certes après l'an 1, mais si vite. Un remaniement d'ampleur, puisque c'est ce qui se dessine. Un remaniement d'ampleur, c'est ce qui se dessine. En général, c'est après les élections de mi-mandat. J'ai connu des remaniements en catastrophe. On a connu des remaniements après 18 mois, après démission de ministre pour des raisons politiques, après la cuvée du redressement, etc. On a connu ça. Là, nous avons le départ d'un homme. Vous devriez être... Alors, interpellez notre invité et posez-lui encore une question chacun. Nous avons le départ d'un ministre qui, pour raison politique personnelle, décide de quitter le gouvernement. Il n'y a pas de crise politique. Est-ce que vous considérez qu'il y a une crise politique qui est ouverte parce que le départ de Gérard Collomb ? Moi, je considère que non. Je considère que non. De la même façon qu'il n'y a pas de crise politique parce que Marine-Noëlle Lienemann ou Emmanuel Morel ont quitté le Parti socialiste, je vous rends bien volontiers. Enfin, il y a une clarification entre la ligne social-démocrate et la ligne qui ne l'était pas. Maintenant, la question, c'est que va-t-il rester d'une ligne social-démocrate, d'un PS qui veut se construire en opposition à la ligne d'Emmanuel Macron ? Et ça, j'avoue que je vous souhaite bon courage parce que je rencontre encore beaucoup de gens sur le territoire qui croient au Parti socialiste, mais qui croient en une ligne social-démocrate et qui ne comprennent pas l'opposition systématique. Quand nous faisons un plan pauvreté qui est acclamé par les associations, adoubé par les ONG, par les acteurs sociaux, mais si, désolé, mais si, c'est vrai. Lorsque vous avez des actions sociales qui sont menées, qui sont politiques pour le pays, et qui sont encouragées par les gens sur le terrain, ils ne comprennent pas nécessairement la position d'opposition systématique. J'aimerais tellement pouvoir dire que la politique conduite est une politique social-démocrate. Ça n'est pas le cas. Y compris les Français ne s'y trompent plus. L'immense majorité des Français a compris que la politique que vous meniez était une politique libérale. Je ne parle pas au nom de l'immense majorité des Français. J'en vois quelques-uns sur le terrain, mais l'immense majorité... Moi aussi, j'en vois des Français. Et je vois bien ce qu'ils me disent aujourd'hui, y compris ceux qui ont accompagné ce gouvernement pendant un an et qui ont espéré. Ils espéraient un nouveau Michel Rocard. Ils sont tombés sur... En réalité, un Édouard Philippe qui fait, lui, ce qu'il avait prévu de faire. Édouard Philippe, c'est certainement le plus cohérent dans ce gouvernement. Il avait prévu d'être avec Juppé, il fait la politique de Juppé ou de Fillon. C'est exactement qu'est-ce qui aurait... Le seul point sur lequel il est en désaccord avec ce qu'il avait porté auparavant, c'est sur la PMA. C'est excessif. Mais si je peux en placer une, ce serait quand même... Oui, mais c'est dommage. Voilà. Mais si vous balancez des trucs comme ça, ça n'a pas d'intérêt. Mais on peut parler sur le fond. On peut prendre toutes les questions une par une. Il y a un an, ça devait être celui qui nous a expliqué que Angela Merkel avait été l'honneur de l'Europe. Un an après, il est celui qui refuse Aquarius. Quand on nous dit qu'il était l'homme de la planète Greta Thunberg, c'est Nicolas Hulot lui-même qui vient de dire sur un plateau que ce n'est pas possible, que ce n'est pas ce qu'il voit. Il devait être l'homme d'exemplarité. Il n'est pas reconnu au niveau international pour son action en faveur de l'écologie. Il était à l'ONU il y a 15 jours parce qu'il est reconnu pour son action internationale. Il devait être l'homme d'un équilibre entre justice sociale et innovation. Il est le président des riches. Franchement, où est le progrès social ? On va plus loin sur Public Sénat, du lundi au jeudi en direct de 18h30 à 19h30 pour l'entretien du jour, le match des idées et le grand débat. On reste au cœur du débat sur Public Sénat.
La matinale d'info de Public Sénat cette année, c'est le journal des territoires à 7h30, puis à 8h après la météo, territoire d'info et l'invité politique. Et Nous sommes toujours entendus. Derrière François Hollande. Mais non, mais attendez, je vais finir. Quand Olivier est parti à République En Marche, il a eu la délicatesse de me prévenir. Il m'a dit, voilà ce que moi je pense. Et je lui ai dit, si c'est ce que tu penses, tu peux partir, c'est une évidence. Parce que il n'y a pas, enfin moi je comprends qu'on puisse évoluer, je comprends qu'on puisse avoir envie de faire autre chose, ce n'est pas un problème. Simplement, après, une fois qu'Olivier est parti à la République En Marche, il est à la République En Marche. Je veux bien qu'on dise à chaque fois, c'est un ex-PS, mais je vous fais grâce du fait, je vous fais grâce du fait que je ne vous dis pas, Édouard Philippe est un républicain. Il a été républicain, il est passé à la République En Marche, où il est dans l'orbite de la République En Marche. Et voilà, chacun ensuite conduit dans sa propre cohérence, sa propre ligne politique. Celle de la République En Marche n'est pas la mienne. Philippe Dallier, votre question alors? Un mot sur les municipales. Oui. Elles sont lointaines, mais on commence à parler à Paris et ailleurs. Comment est-ce que vous les voyez se profiler, ces élections municipales? Est-ce qu'il n'y risque pas d'y avoir, effectivement, au cas par cas, des alliances assez hétérogènes, ce qui pourrait effectivement signer un peu plus le manque d'influence des partis politiques, grands partis politiques du gouvernement? Est-ce que vous les voyez se dessiner ainsi, ou est-ce que vous pensez que d'ici là, la recomposition, en tous les cas la reconstruction du Parti socialiste sera suffisamment avancée pour que vos élus, aujourd'hui, qui sont encore relativement nombreux, n'aient pas de problème, j'allais dire, existentiel sur le terrain? Nous allons, au cours des prochains mois, faire ce que j'imagine tous devraient faire. C'est-à-dire que nous allons à la fois faire le bilan de ce que nous avons entrepris dans nos collectivités locales, essayer d'en donner une idée assez large, montrer ce qu'est notre spécificité, notre singularité, et bâtir une charte qui engagera celles et ceux qui se reconnaissent dans nos idées, et avancer sur cette base-là. Ensuite, il y aura des discussions, j'imagine, dans toutes les collectivités, pour voir quelles sont celles et ceux qui sont prêts, sur ces bases-là, à nous rejoindre. Et en aucun cas d'accord ponctuel avec la République En Marche, ici ou là? Aucun accord d'appareil avec la République En Marche. Ça, je crois que tout le monde l'a compris, il n'y a pas d'accord d'appareil. Mais des accords locaux, la question se pose, non? Olivier Véran, ça vous fait sourire là? Oui, ça me fait sourire parce que, sur ma circonscription, j'ai pas beaucoup de communes. Mais il y a quelques communes dont les maires sont plutôt de sensibilité d'hiver droite. Des communes dans lesquelles les maires sont plutôt socialistes ou sensibilité d'hiver gauche. Et des communes qui sont, en tout cas de mon point de vue, très bien gérées par l'un ou par l'autre. Et d'autres communes qui posent des problèmes aux citoyens. Moi, la première chose que je vais regarder, si on me demande mon avis, c'est quel est le bilan du maire sortant, quelle est l'attente de la population et quelles sont les forces en présence? Est-ce qu'elles sont capables de travailler ensemble autour d'un projet commun? C'est pas ce que dit M. Castaner quand il dit qu'il faudra nous soutenir aux européennes. Je crois savoir ce que pense M. Castaner, et en l'occurrence, je crois qu'il n'est pas très loin de penser ce que je pense. Ça dépend de la taille des villes. Dans les très grandes villes, vous aurez des listes très politiques, avec des combats politiques nationalisés qui se mèneront. Mais vous aurez l'immense majorité des communes pour lesquelles vous aurez des exécutifs sortants. Regardez dans le nombre de communes, regardez le nombre d'exécutifs municipaux dans lesquels vous avez à la fois des élus qui ont parrainé Emmanuel Macron et d'autres qui ont pu parrainer tel ou tel autre candidat. Ils ne se sont pas déchirés. D'ailleurs, on s'attendait à avoir beaucoup, moi je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de groupes d'opposition qui naîtraient au sein des oppositions ou de majorité qui naîtraient au sein de la majorité. Or, c'est pas ce qu'on constate. Ce qu'on constate, c'est que dans la vraie vie, quand les gens partagent des valeurs communes, quand ils sont capables de le reconnaître, quand ils ont un projet commun au service de l'intérêt général, ils se foutent complètement de l'étiquette. Donc la version Castaner n'est pas la bonne. Ils ont envie de travailler ensemble. Ce qu'a dit Christophe Castaner, c'est que là où ça fera sens, on pourra avoir des accords, voire soutenir telle ou telle candidature. Non, il a dit que ça impliquait de la part des autres. Moi, je suis élu pour l'intérêt général. Je me suis engagé en politique pour l'intérêt général, pas pour l'intérêt d'un parti. Voilà. Mais encore une fois, pardon de faire le coup de l'enfermement du nouveau monde, mais il y a quand même une différence qui est importante. Je me fous, pardon, de l'étiquette. Ce qui m'intéresse, c'est la politique qui sera menée et la qualité des personnes qui l'accompagnent. Tout ça ressemble à quand même un gros gloubi-boulga. Quand je vois que Christophe Castaner va soutenir Christian Estrosi à Nice. Il l'a soutenu, Christian Estrosi? Oui. C'est-à-dire qu'il a dit voter Christian Estrosi? Il a dit qu'il soutiendrait à Nice Christian Estrosi, qui est... Non, il n'a pas dit qu'il soutiendrait Christian Estrosi. Il a dit qu'il soutiendrait Christian Estrosi, qu'il le met dans l'orbite de la République En Marche. Quand je vois que ça amène à de telles contorsions, alors qu'il y a quelques années, quand il était candidat au régional contre le même Christian Estrosi, il a eu tant de mal à se désister. Il n'a pas dit qu'il soutenait Christian Estrosi au deuxième tour face à Marion Maréchal Le Pen. Je me dis qu'il y a quelque part quelque chose qui il n'a jamais dit qu'il soutenait Christian Estrosi. Voilà, allez, les faits sont têtus. La suite, accord ou pas, en tous les cas au niveau local, certainement. Merci beaucoup, messieurs. Dernière partie de notre émission maintenant avec donc Ludovic Faux et Oriane Mancini qui nous rejoignent.
J'en profite, Olivier Faure, pour vous donner la réaction d'un internaute sur le site du Figaro qui dit « Les socialistes sont cloués dans l'opposition pour l'éternité ». Alors, le démenti dans combien de temps, selon vous? Écoutez, il y a forcément des gens qui sont très heureux de voir les socialistes dans une difficulté qu'ils espèrent indépassable. Et ce n'est pas moi qui les ferai changer d'avis. Mais simplement, il y a aussi des gens qui espèrent aujourd'hui une force à gauche capable d'alterner avec le pouvoir actuel. Et mon devoir, c'est effectivement de restaurer cette force-là. Et c'est sur quoi je m'attelle jour après jour. Oriane, donc, et Ludovic, bonsoir. Bonsoir. Ludovic? Olivier Faure, vous avez évoqué tout à l'heure les élections européennes. Alors si on compte bien, il pourrait y avoir 3, 4, 5 listes de gauche. Est-ce que ce n'est pas faire un formidable cadeau à La République En Marche, à Emmanuel Macron et peut-être encore plus au Rassemblement National et à Marine Le Pen? Est-ce que des discussions, des accords sont encore possibles au sein de la gauche pour ces élections? Vous avez raison, c'est une formidable opportunité pour que Emmanuel Macron, au soir du scrutin, prétendre avoir une victoire là où en réalité il aura enregistré une défaite. Parce que nous avons peut-être à nouveau, après avoir eu pendant longtemps la droite la plus bête du monde, la gauche la plus bête du monde, avec cette incapacité à trouver un accord, alors que sur l'essentiel, effectivement, nous pourrions nous mettre d'accord entre les réformistes, les écologistes, celles et ceux qui veulent modifier le cours de l'Europe, mais qui sont effectivement pro-européens. À quoi vous l'attribuez, cette incapacité à trouver un accord? Et donc, je finis juste pour répondre à la question de Ludovic Faure, pour vous dire que j'ai dit depuis le début que ma porte était ouverte, que je n'allais pas courir après les uns et les autres s'ils n'en avaient pas la volonté, mais que si cette volonté-là existe, ma main est tendue. Je souhaite effectivement que nous puissions parvenir, si cela est possible, si les enjeux d'appareil, si les égoïsmes d'appareil, si les patriotismes d'appareil ne sont pas plus puissants que l'intérêt général, eh bien moi je souhaite effectivement que nous puissions nous retrouver. Parce que dans un scrutin où on voit que La République En Marche aujourd'hui est en train de dévisser, ils étaient quasiment à 30, ils sont aujourd'hui à 20, peut-être en dessous de 20. Une liste qui permettrait de retrouver l'ensemble de ces forces pourrait la tangenter et donnerait une autre allure à ce quinquennat et permettrait de retrouver une force que nous avons collectivement perdue et qui donne effectivement par défaut une capacité à Emmanuel Macron. Cette discussion, on voit bien qu'elle est aujourd'hui difficile, voire impossible avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'elle existe avec Benoît Hamon? Est-ce qu'elle existe avec Yannick Jadot? Il y a un écart sur la question européenne. Nous ne pouvons pas être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Sur d'autres sujets, il y a des combats communs que nous pouvons mener ensemble. Mais sur la question européenne, c'est impossible. Je vois même que sur la question migratoire, il y a des sujets sur lesquels ce serait très difficile de se mettre d'accord. Parce que, pour moi, il n'est pas question de laisser naître l'idée que nous pourrions nous décomplexer par rapport à l'accueil nécessaire des réfugiés du droit d'asile. Vous pensez que c'est l'attitude de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Je trouve que dans son mouvement, il y a aujourd'hui des ambiguïtés qui n'existaient pas jusqu'alors et qu'elles méritent d'être levées. Et que ça suppose maintenant à lui d'y répondre. Moi, je ne prête pas... Je connais Jean-Luc Mélenchon. Je ne veux pas laisser entendre ici qu'il aurait une pensée qui puisse être raciste. Mais il y a quand même cette tentation qu'on voit bien chez les Allemands de Die Linke, avec Aufstehen, avec le mouvement de Madame Wagenknecht, qui aujourd'hui cherche à jouer avec un sentiment qu'elle croit être un sentiment populaire et qui est un sentiment qui peut être aux limites de la xénophobie. Mais il y a donc un sentiment d'insécurité culturelle, comme on dit ça, et on ne peut pas le nier non plus. Dans les populations, on le voit partout. Moi, je ne veux rien nier. En Bavière. Je ne veux rien nier. Oui. En Bavière, contrairement à ce que tout le monde pensait, l'AfD a fait 11% et non pas 19 ou 20. Donc ça prouve aussi qu'ils peuvent être contenus par les Verts, pas les sociodémocrates. C'est vrai. Mais donc ce climat d'insécurité culturelle, il existe aussi en France. Mais ça suppose que nous ayons nous-mêmes un discours clair sur la façon dont nous souhaitons accueillir. Et moi, je souhaite être le plus clair possible. Quand nous accueillons demain, un réfugié de droit d'asile, ce n'est pas pour qu'il vienne imposer ici ce qu'est son mode de vie qu'il impose à la société française dans son ensemble. Et donc, il y a des règles qui sont impératives. Les règles de la laïcité, les règles de l'égalité entre les femmes et les hommes, elles ne sont pas négociables. Mais cela suppose d'être rappelé, mais ça suppose aussi d'accueillir et de faire ce geste minimal qui est celui de la solidarité, parce que les valeurs européennes, c'est aussi ça. Juste pour finir sur cette question des européennes et du rassemblement de la gauche, vous seriez prêt à ce qu'il n'y ait pas de tête de liste socialiste aux européennes?
et que la gauche se rassemble sous une autre bannière? Écoutez, on n'en est pas là, mais la porte est ouverte à une discussion et je souhaite que nous puissions, si c'est possible, nous retrouver et faire en sorte que demain, il y ait une tête de liste sur laquelle nous puissions nous accorder, si c'est possible. Elle n'est pas socialiste. Mais je ne veux pas à ce stade dire quoi que ce soit. Je dis simplement que si on peut s'accorder, on s'accordera. Et moi, je ne souhaite pas, d'entrée de jeu, mettre des préalables ou mettre des conditions, etc. Je dis simplement que, pour l'instant, j'ai le sentiment que je n'entends pas d'écho à cette proposition, alors que ma main est tendue depuis longtemps. On va parler du Brexit, semaine cruciale pour le Brexit, puisqu'aura lieu un sommet européen mercredi et jeudi. Les négociations butent toujours, notamment sur le sort de la frontière irlandaise. Pour vous, l'absence d'accord vous semble désormais inéluctable? C'est un risque, mais je souhaite que nous puissions aller jusqu'au bout et que nous puissions faire comprendre, je ne sais pas si on a entendu, mais enfin, vous avez perdu votre micro. Voilà, et donc je souhaite que nous puissions aller au bout de cette affaire et que nous puissions à la fois respecter le vote britannique et que nous puissions aussi faire en sorte que nous puissions maintenant travailler à 27 puisque leur volonté est de sortir et que nous puissions montrer aussi que nous allons faire, que ça a un coût de sortir de l'Europe parce que l'Europe, ça n'est pas simplement, je vais dire, une auberge espagnole. L'exemple est mal choisi, mais on ne peut pas venir y puiser et puis après en repartir, etc. Il faut permettre à chacun de comprendre ce qu'elle apporte aussi. Mais ce Brexit sans accord aura aussi des conséquences sur la France. Est-ce que pour vous, la France est prête à un Brexit sans accord? Écoutez, je ne suis pas au gouvernement aujourd'hui et je ne vais pas faire semblant d'avoir tous les éléments d'un accord que personne ne connaît. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a aujourd'hui une situation dans laquelle il faut sortir le plus vite possible pour permettre à chacun de retrouver une forme de clarté. Ludovic. On parlait tout à l'heure de la difficulté pour les gauches françaises à discuter ensemble et à s'allier. En Espagne, le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez s'est accordé avec la gauche radicale de Podemos sur le budget 2019. Pourquoi est-ce que ce qui est possible en Espagne ne l'est pas en France? La faute à qui? Vous savez que cette fois-ci, effectivement, Pedro Sánchez est devenu Premier ministre à la suite d'une motion de censure constructive, comme on dit en Espagne, et que c'est à la suite de quoi il y a eu une nouvelle façon, un soutien sans participation de Podemos à ce gouvernement. Mais ça n'est pas venu tout seul, et ça n'est pas venu tout de suite. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois à peine, la même question avait été posée à Podemos et que dans un premier temps, ils avaient refusé de s'effacer devant le PSOE, le Parti socialiste espagnol, le Parti socialiste ouvrier espagnol. Et donc, il a fallu du temps pour que les esprits, finalement, bougent et, finalement, pour le meilleur, puisque aujourd'hui, on a une gauche espagnole qui se porte bien et qui est à nouveau un synonyme d'espérance pour ce peuple-là. Donc ça vous laisse de l'espoir pour la suite, parce qu'en Espagne aussi, il y avait une lutte pour l'hégémonie à gauche. Et aujourd'hui, ils ont enterré la hache de guerre. Mais moi, il n'y a pas de lutte pour l'hégémonie. Ça, je crois qu'effectivement, nous devons en faire notre deuil. Pendant trop longtemps, nous avons pensé que nous étions hégémoniques à gauche et que nous traitions nos partenaires comme des supplétifs. Cette période-là, elle est terminée. Et donc, moi, je souhaite des partenaires. Mais je crois aussi qu'effectivement, il y a, c'est ainsi, un grand parti central à gauche qui est le Parti socialiste. Et que si nous ne sommes pas en capacité de retrouver, d'être la force principale à gauche, alors la tendance est impossible. Parce que nous sommes les seuls à pouvoir faire le pont entre ceux qui viennent du centre-gauche et ceux qui viennent de la gauche de la gauche. Ce fut l'œuvre de Mitterrand, ce fut l'œuvre de Jospin, qui d'ailleurs, en son temps, avait dans son gouvernement un certain Jean-Luc Mélenchon. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des migrations, qui sera peut-être l'un des sujets des élections européennes. Est-ce qu'il faut que la France accorde un pavillon français à l'Aquarius, ce navire humanitaire qui va repêcher des réfugiés, des migrants dans la Méditerranée? Oui, je plaide pour cela. Je plaide pour que la France, au moins symboliquement, puisse donner son accord pour que le pavillon de l'Aquarius soit français. Ce serait une belle image et un beau symbole, et pour que ce bateau puisse continuer à sauver des vies, parce qu'aujourd'hui, il est immobilisé. Et donc, c'est quand même un comble de voir ce président qui prétend être un progressiste, qui prétendait il y a 1 an et demi que Angela Merkel avait été l'honneur de l'Europe en accueillant 1 million de réfugiés sur son sol national,
Et voilà que maintenant, pour un bateau qui transporte entre 50 et 150 réfugiés à chaque fois, eh bien, on ne sera pas capable de faire ce geste minimal. C'est indécent. Vous avez cité à l'instant les figures tutélaires du Parti socialiste. Certaines, évidemment, ne sont plus là, mais est-ce que tous les gens que vous avez invités, les anciens premiers secrétaires, les premiers ministres, seront là pour l'inauguration de votre nouveau siège en banlieue parisienne à Ivry-sur-Seine? Ce sera le mois prochain? Ce sera le mois prochain et ils seront invités parce oui. que je suis l'héritier d'une histoire qui n'a pas commencé avec moi et qui ne se terminera pas avec moi non plus. Et donc, effectivement, ils seront invités et après, libre à eux de venir ou pas. D'accord. On a parlé 17 novembre, vous nous confirmez la date? Voilà, on a parlé de Marie-Noëlle Lienemann. Il y a quand même une vague de protestation qui enfle. Vous l'avez lancée ce week-end, hein, notamment du côté des sénateurs. Peut-elle rester sénatrice socialiste? Peut-elle rester vice-présidente du Sénat maintenant qu'elle a claqué la porte du PS? Quel est votre avis? Que demandez-vous? Socialiste, elle ne veut plus l'être. Oui. Donc, elle pourrait difficilement être sénatrice socialiste. Ce que j'ai simplement rappelé, moi, je ne vais pas courir après Marie-Noëlle Lienemann. Je dis simplement vous avez rappelé qu'elle vous doit elle doit au parti son mandat. Mais elle a été élue après l'élection présidentielle sur une liste sénatoriale. Donc, elle n'ignorait rien de la ligne du Parti socialiste, elle n'ignorait rien de ses colistiers, elle n'ignorait rien du groupe parlementaire auquel elle adhérait. Elle s'en va. Moi, je dis simplement que quand on a une logique qui est une logique de conviction, qu'on veut affirmer et qu'on veut afficher une pureté que les autres n'auraient pas, ça suppose d'aller jusqu'au bout de son geste. Et donc, c'est quoi? Quitter le groupe au rang de son mandat? Donc, la logique serait de dire, puisque en fait je ne me reconnais plus dans ce parti, je vais jusqu'au bout et je rends ce mandat que je considère comme étant un mandat acquis avec le Parti socialiste sur une ligne qui n'est pas la mienne. La décence. Mais je dis simplement que quand on a une logique de conviction, on va jusqu'au bout de ses convictions. Et que pour l'instant, j'ai le sentiment qu'elle est à mi-chemin. Ce qu'elle a reproché à d'autres autrefois quand ils partaient chez Emmanuel Macron ou ailleurs, eh bien, elle n'a qu'à aujourd'hui se l'appliquer à elle-même. Et donc, moi, je souhaite qu'elle fasse comme bon lui semblera. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour rappeler. Non, mais donnez-nous votre position. Clairement, vous voulez qu'elle parte, quoi. Mais non, mais ma position, elle est partie. Je ne vais pas la retenir par du Sénat. Elle est partie du groupe socialiste du Sénat et elle est partie du Parti socialiste. Donc les choses sont claires. Maintenant, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas faire, c'est lui enlever son mandat qu'elle détient. Ah, vous dites c'est la logique. J'entends l'honnêteté ou la décence. L'honnêteté, la logique, la décence, si vous voulez. En tout cas, je vois bien que le Parti socialiste a servi à beaucoup, mais qu'en retour, ces gens-là ne sont pas jusqu'au bout dans le service qu'ils pourraient rendre à la vie politique. Comment peut-on comprendre que des gens qui détiennent leur mandat par un parti politique, finalement, le conservent pour un autre parti politique? Donc il y aurait une réunion de groupe demain, clairement, vous lui demandez de démissionner, par conséquent de rendre sa vice-présidence, puisqu'elle est vice-présidente au nom du Parti socialiste également. Exactement, elle est vice-présidente au nom du Parti socialiste. La décence voudrait qu'elle le fasse. Mais je dis simplement, pourquoi cette question-là vient maintenant? Parce qu'elle n'a pas affiché simplement un départ. Elle nous explique qu'elle est en train de faire une scission. Donc elle est vraiment en train de chercher à donner une dimension politique à ce départ. D'autres sont partis avant elle, dans le groupe socialiste à l'Assemblée. Et à l'Assemblée, je pense à Régis Jonico, qui est un collègue. Il nous a dit moi je souhaite rejoindre Benoît Hamon et en même temps je souhaite rester au groupe. Nous avons voté à l'unanimité et nous avons accepté son maintien. Mais il n'avait pas dans la volonté, dans l'ambition de dire qu'il y avait une déchirure au sein du PS et qu'il était en fait en désaccord complet avec ce qui se passait. Il nous a dit « je suis plus à l'aise avec Benoît Hamon, mais je reste avec vous parce que vous êtes mon groupe et ma famille politique ». Ben écoutez, quand on pense qu'on est en rupture... Alors, est-ce que vous allez être aussi clair concernant une autre personnalité, M. Pavageau, le patron de FO, qui est englué dans ce scandale des fichiers, là, où on avait manifestement trouvé des noms peu flatteurs à un grand nombre de responsables du syndicat. Est-ce que vous estimez que la logique, là, la décence, l'honnêteté, serait qu'il parte et qu'il cède son fauteuil de patron de FO, parce que ça fait beaucoup de tort d'abord à son syndicat, mais à tout le syndicalisme, peut-être. Oui. Et votre avis? Alors mon avis, il n'est pas un avis éclairé. Je souhaiterais d'abord, avant de se prononcer définitivement sur le sort de M. Pavageau, qu'il nous dise qui avait connaissance de ce fichier, si c'était une commande de sa part. Je ne veux pas l'accuser trop vite. Il a reconnu, il a dit que c'était une belle connerie. Donc Oui, c'est sûr que c'est plus qu'une connerie, c'est une faute. Ficher les gens
et donner le sentiment qu'on peut, y compris sur leur orientation politique, sexuelle, qu'on puisse les qualifier, y compris, j'ai cru comprendre qu'on était même à juger de leur intelligence. Bon, ça c'est insupportable, inadmissible, donc, et même impossible. Si les faits sont ceux-là, si M. Pavageau en avait la connaissance, si c'était une commande de sa part, il doit effectivement en tirer toutes les conséquences. Partir, donc, voilà. Ludovic. Olivier Faure, depuis quelques jours, la taxe d'habitation arrive dans les boîtes à lettres. Pour une fois, ça devrait être une bonne nouvelle pour 80% des Français qui devraient bénéficier de la baisse d'un tiers de cette taxe d'habitation promise par Emmanuel Macron. Mais environ 6000 communes ont décidé d'augmenter le taux local de cette taxe d'habitation. Est-ce que vous comprenez cette décision d'un certain nombre de maires alors que le gouvernement a promis de compenser à l'euro près ? D'abord, la première chose, c'est que vous dites qu'il y a 80% des Français pour qui il y aura une baisse. Mais il n'y a pas 80% des Français qui payent la taxe d'habitation à l'heure où on se parle. 80% des Français qui la payent, effectivement. Oui. Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous avez déjà 50% de Français qui ne la payent pas et qui, eux, ne verront rien et qui ne seront pas compensés. Imaginez ce retraité qui, l'an passé, avec la CSG, s'est vu fonctionner 1,8 cette année, qui voit que sa pension n'est plus indexée sur l'inflation. Et on lui dit, mais ne vous inquiétez pas, bientôt la taxe d'habitation va baisser. Mais il ne la payait pas. Alors il fait comment, lui? Parce que c'est ce que nous disent les chiffres qui nous sont donnés par tous les instituts, c'est que pour la première fois, on a une baisse de pouvoir d'achat pour les 1% de Français les plus pauvres. C'est ça la réalité. Et vous aurez une augmentation de 1 petit % pour la classe moyenne qui va bénéficier de cela avant même de se voir retirer un certain nombre de financements par le biais de taxes indirectes. Et vous avez les plus riches qui, eux, voient leur pouvoir d'achat augmenter de 17-18%. C'est ça la réalité du macronisme. C'est que, en fait, vous avez du cosmétique pour le milieu des Français, pour la classe moyenne, le lâchage de ceux qui, effectivement, ne sont pas le bon terrain électoral pour lui, et une clientèle électorale qui favorise amplement et qui est celle des plus riches. Mais justement, cette baisse de la taxe d'habitation pour les ménages qui la payent, ça concerne peu ou prou les classes moyennes. Or, avec cette décision d'un certain nombre de maires, cette baisse va être reniée. Est-ce que vous le regrettez? Mais attendez, moi je ne sais pas quels sont ces maires. Je ne connais pas les raisons qui peuvent les motiver. Je dis simplement que je vois qu'il y a une campagne absurde qui est en train d'être menée par La République En Marche sur le mode « balance ton maire pour laisser penser ». Enfin, comment peut-on arriver à comparer aujourd'hui des maires à des... C'est absurde ou c'est un procédé qui vous choque? C'est absurde et c'est un procédé qui me choque, qui me heurte, parce qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui un maire qui fait face à des difficultés dans sa commune à quelqu'un qui a commis des crimes ou qui s'est laissé aller au harcèlement sexuel. Franchement, mais il faut quand même qu'il retrouve le sens des réalités. C'est pas possible d'être sur ce terrain-là et d'agiter, pardon de le dire, mais tout à l'heure on avait Olivier Véran qui nous disait qu'il fallait se battre contre le populisme. Typiquement, ce procédé-là est un procédé populiste. C'est terminé. François Hollande a dit qu'il regrettait d'avoir annoncé une présidence normale. Il aurait dû dire humaine. C'est ce qu'il a précisé. C'est le début du mea culpa ou est-ce que soit changer la tournure du quinquennat, de ne pas dire une présidence normale pour vous d'un mot? Je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose à la tournure du quinquennat et que ce n'est pas les appellations qui font... qui change grand-chose au jugement que l'on porte. Mais je préfère aussi le mot humain au mot normal, qui ne correspond pas à ce que doit être un président qui n'est jamais normal. Merci Olivier Faure, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci à tous les deux. Bonsoir à tous, nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour Audition publique.